Bienvenue dans cette émission spéciale dans les locaux du campus La Salle de Saint-Genès. Nous sommes ici sur le plateau préparé par les étudiants du BTS audiovisuel pour présenter le projet qu'ils ont mené pour leurs épreuves finales. Nous parlerons de la Fabrique Opéra, qui est née en 2006 sous l'impulsion de Patrick Souillot, chef d'orchestre. Son objectif, amener le nouveau public vers l'opéra, notamment en ciblant les jeunes. Le succès obtenu à Grenoble a conduit à essaimer le principe de la Fabrique Opéra vers de nouvelles villes, dont Bordeaux, qui cette année va réaliser sa première production. 5 grands principes fondamentaux animent la Fabrique Opéra. Tout d'abord, une production d'excellence exigeante sur la prestation artistique, un nouveau modèle pédagogique basé sur l'implication de jeunes de formation professionnelle du territoire, un nouveau modèle social en allant amener l'opéra dans les salles fréquentées par les jeunes, un nouveau modèle économique et un nouveau modèle artistique incluant des narrations en français pour les opéras en langues étrangères. Le reportage qui suit nous montrera l'ampleur du projet et l'énergie employée pour les préparatifs de l'opéra Carmen, œuvre de Bizet, qui sera donnée à l'espace Cara d'Angoulême le 28 mai et à la patinoire de Bordeaux les 10 et 11 juin prochains. Nous regardons le reportage. La Fabrique Opéra arrive à Bordeaux cette année avec Carmen de Bizet pour la première fois. Ça existe à Grenoble et dans d'autres villes depuis près de 10 ans. C'est tout à fait enthousiaste, c'est tout à fait dynamique. Et 50% des spectateurs qui sont venus à la Fabrique Opéra venaient à l'opéra pour la première fois. Pour réunir les conditions optimales d'interprétation d'un opéra, parce qu'il faut proposer au public de vrais concerts, donc avec une grande qualité. Il nous faut pouvoir encadrer tous ces gens qui travaillent avec nous. Donc l'orchestre Molto Assai, ce sont des amateurs, mais de très haut niveau, qui auraient pu être professionnels, qui ont fait d'autres choix. Mais l'avantage qu'on a, c'est qu'on a du temps pour travailler la partition, donc on a plusieurs mois. Donc ça, c'est intéressant aussi. C'est un choix qui est bien délibéré de proposer Carmen comme premier opéra à Bordeaux cette année, parce que c'est l'opéra le plus connu de Georges Bizet, qui a été un échec lors de sa création, mais qui est mondialement connu et reconnu. Certains ne connaissent pas le nom de l'œuvre, mais par contre tout le monde connaît les musiques de Georges Bizet. Il n'y a que des tubes. Les choristes amateurs chevronnés qui ont l'habitude de chanter depuis de très nombreuses années pour la plupart d'entre eux et qui, cette fois-ci, vont apprendre à chanter, mais également à bouger tout en chantant. Donc ça, c'est quand même une autre technique, une autre façon de faire. Et puis après, ces rôles-titres, ces 10 solistes, ces principaux rôles de Carmen, nous avons choisi 10 parmi 160 entendus, auditionnés. Donc c'est quand même une belle expérience pour nous. Donc au final, on a un opéra dans des conditions professionnelles.
4% seulement des Français vont à l'opéra. Pour la plupart des abonnés, ça coûte extrêmement cher, 77 € le prix moyen, au moins 300 € de subvention là-dessus. C'est très difficile, le modèle économique ne tiendra pas longtemps. Et puis le public ne se renouvelle pas, il vieillit. Ça veut dire que l'opéra perd le contact avec son public. Pour que ce projet soit viable, il y a deux choses. D'abord, un modèle économique plus sain. C'est tout simple, il nous faut des salles beaucoup plus grandes pour que le budget repose plus sur la billetterie aux 2/3 que sur les subventions qui viennent à manquer. Et puis deuxièmement, donner une autre approche, une autre perspective, en particulier au nouveau public et aux jeunes. Un des concepts fondamentaux de ce projet est d'impliquer des partenaires territoriaux, dont des établissements de formation. Et nous allons comme ça réunir autour de ce projet des jeunes de spécialités complémentaires. Pour exemple, je donnerai le cas de la préparation d'un élément de décor qui nécessite à la fois une structure mécanique réalisée par l'IUT de Bordeaux, qui ensuite va être recouverte par des élèves bac pro de tapisserie du lycée Toulouse-Lautrec. Si mes souvenirs sont bons, 4 mètres de haut, et du coup, on va préparer les gabarits. Nous avons eu les étudiants de IBSM qui ont réalisé les dessins des costumes, qui ensuite ont été réalisés par différents lycées des métiers de la mode. Attention, parce que celui-ci doit être symétrique avec un autre, et il passera pas là. Le projet est un support pédagogique qui permet de développer la motivation des jeunes et leur professionnalisation. L'intérêt de travailler sur le projet La Fabrique Opéra, c'est de travailler finalement sur un projet réel. Les élèves doivent répondre à une demande de clients finalement. Il y a des contraintes de délai, ils doivent respecter des échéances. Donc ça, c'est quelque chose vraiment d'important. Ils découvrent finalement le monde du travail réel de nouveau. Tu la mets en diagonale en fait, plus ça reste tout seul. Le but, je pense, de notre concept qui est assez extraordinaire, c'est amener chacun à se surpasser et à arriver à un rendu vraiment au maximum. Il faut que chacun puisse donner 500% de ses capacités. Donc impliquer des jeunes dans ce contexte-là, c'est leur ouvrir des portes vers des nouvelles perspectives à laquelle ils n'auront pas pensé, et puis les amener vraiment vers un cheminement pour obtenir un résultat de grande qualité qui est nécessaire parce que ce sera visible par un grand public qui viendra admirer le résultat. Il va y avoir une étincelle dans leurs yeux quand ils verront ce qu'ils ont réalisé sur scène. Et puis ce que tout le monde aura réalisé, puisqu'ils vont aussi découvrir l'opéra finalement, ce sera ce moment-là. Donc là, je pense que ce sera vraiment un moment magique. Il y a forcément une impression formidable d'être participant d'une action de cette importance-là, même si c'est un peu un château de cartes, puisque c'est des mois de travail pour 2 ou 3 représentations, mais l'une succède à l'autre, donc c'est jamais fini. Et puis saluons au passage, saluons les Adichoulos. Bravo, viva, bravo, courage, ainsi les Adichoulos. Alors avec nous aujourd'hui pour parler de la Fabrique Opéra, il y a Thierry Lièvre-Cormier. Bonjour Thierry, qui est président de l'association La Fabrique Opéra Bordeaux-Aquitaine.
Lionel Gaudin-Villard, chef d'orchestre et porteur du projet La Fabrique Opéra Bordeaux-Aquitaine. Et puis Emmanuel Gardeil, chef d'orchestre. Alors, ma première question ira vers Lionel. Lionel, eh ben, il y a à peu près un peu plus d'un an, ma foi, je rejoignais votre équipe. Il y avait cette étincelle qui était née avec l'idée de partir sur la Fabrique Opéra ici en région. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de partir dans cette aventure ? Alors l'envie de pouvoir réaliser un opéra dans des conditions assez extraordinaires que peut le permettre ce projet, ce concept. Et en allant dans ma famille à Annecy, j'ai découvert qu'il y avait la flûte enchantée qui était donnée dans cette ville. J'ai cherché l'origine les noms de cette troupe qui proposait cet opéra. C'était la Fabrique Opéra. Donc je suis allé sur leur site internet et j'ai regardé un petit peu le concept qui m'a séduit de suite, parce que ça rentre dans la continuité de toutes les pratiques que je peux mener sur Bordeaux depuis plusieurs années. Et je les ai contactés. Et puis, ça s'est fait comme ça. J'ai été recontacté quelques mois après. Et on a été auditionné par l'équipe de Grenoble, vu que c'est un concept qui est parti de Grenoble. Et à partir du moment où ils ont accepté de nous aider à monter l'aventure et à créer cette aventure en Nouvelle-Aquitaine, on est parti. Et puis après, j'en ai parlé à Thierry, qui a été de suite convaincu par le concept. Et puis après, on a cherché dans notre entourage Amélie. Et dès le départ, j'en ai parlé à Emmanuel, donc metteur en scène, avec qui je travaille depuis quelque temps. On a déjà réalisé... j'ai collaboré à des projets qu'il a menés de bout en bout, que ce soit Don Giovanni ou Les Noces de Figaro. Et on a pas mal de points communs, notamment au niveau des goûts artistiques. Et donc voilà, je voulais proposer de suite de pouvoir collaborer et d'être le binôme artistique de ce concept de la Fabrique Opéra Bordeaux-Aquitaine. Très bien, alors se lancer là-dedans, ce n'est pas seulement partir pour faire de la musique et l'opéra, l'aspect artistique, mais c'est aussi une vraie aventure entrepreneuriale. Thierry, d'où vient cette motivation et pourquoi aller dans cette aventure ? Certains musiciens ne résistent pas à Bizet, ou en tout cas pas à Carmen. Mais pour moi, pour le chef d'entreprise que je suis, évidemment, on se dit pourquoi pas. Pourquoi pas, d'autant plus qu'on est dans le sillage de Grenoble, qui le fait depuis 10 ans, qui nous soutient beaucoup, qui a d'ailleurs rédigé un guide méthodologique qui est tout à fait détaillé. Donc on se dit, oui, effectivement, c'est un pari un peu fou, un peu ambitieux, mais très enthousiasmant. Donc ça suffit pour se décider finalement. Oui, donc en fait, nous bénéficions tous de l'expérience de Grenoble pour éviter les erreurs et aller plus vite vers la réussite. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que, bon, c'est une théorie qui est très bien expliquée, mais enfin qu'il faut mettre en pratique. Et le challenge pour nous, on le mesure bien maintenant, c'est d'arriver à tout faire bien pour la première fois, alors qu'on fait tout pour la première fois. Mais c'est bien parti. Alors, l'association s'appelle la Fabrique Opéra Bordeaux-Aquitaine. Quelle est la dimension régionale ? Quel est le souhait ? Quelle est l'ampleur du projet ? Alors, vous savez qu'on a redéfini les régions, et c'est le cas de Bordeaux, de la Nouvelle-Aquitaine. Et dès le début, il s'est trouvé que les interlocuteurs nous ont demandé d'ailleurs de ne pas rester sur Bordeaux. Bordeaux a déjà une maison d'opéra. Il fallait aussi s'intéresser ou intéresser d'autres villes. Donc Angoulême a été choisi. Il y aurait pu y en avoir d'autres. Il y en aura sans doute d'autres dans le futur. Mais quand on ressent, on mesure l'accueil qui nous est fait à Angoulême, effectivement, on est content d'y aller, de ne pas rester que sur Bordeaux. Oui, d'autant plus que non seulement les spectacles seront donnés à Angoulême et à Bordeaux, mais il y a aussi des jeunes, des lycées impliqués à Angoulême et à Bordeaux. Et donc ça va continuer à rayonner comme ça en région. Lionel,
nous en parlons de l'opéra des jeunes, de l'opéra pour renouveler le public, aller vers les jeunes. Essayons de décrire un peu ce public-là que tu essayes de viser, que nous essayons d'atteindre. Alors, la démarche première est de pouvoir impliquer déjà des jeunes dans tous les corps de métier nécessaires à l'opéra. Donc les décors, les costumes, maquillage, coiffure. Donc on mobilise pour cette première édition 12 établissements, près de 700 jeunes. Et déjà le fait de permettre à tous ces jeunes qui sont en formation professionnelle dans des métiers qui sont proches de ce qu'on leur demande, nous, dans le cadre de la Fabrique Opéra, à savoir le maquillage. Alors le maquillage de scène, c'est pas forcément le maquillage de tous les jours, évidemment, mais en tout cas, ils ont un cas pratique à résoudre durant leur parcours pédagogique, et c'est tout l'intérêt de l'accompagnement que tu proposes, Amélie et notre équipe, et le reste de notre équipe. Donc tous ces jeunes, on leur permet de vivre l'opéra de l'intérieur, et en leur ouvrant les portes de l'opéra, en leur faisant vivre notre univers, notre passion, en partageant cette passion, petit à petit, j'espère qu'on provoque ce déclic de se dire que, en définitive, l'opéra, c'est un art populaire dédié à tous et pas seulement un art élitiste qui est devenu élitiste depuis plusieurs années en France, malheureusement. Donc la démarche première, c'est ça, c'est d'initier les jeunes par le fait de vivre l'opéra de l'intérieur et après profiter de cette dynamique des jeunes pour avoir créé une sorte d'effet buzz, on va dire, et provoquer une dynamique, un rayonnement sur toute la jeunesse que l'on peut espérer atteindre, que ce soit sur Bordeaux ou Angoulême et toute la périphérie d'Angoulême et pour nous la métropole. Donc le challenge est important parce qu'on se rend compte que l'opéra est un art qui est devenu élitiste, ce que je disais juste à l'instant, en tout cas pour la France. Et pour autant, c'est un art qui est au départ populaire, qui a été créé pour le peuple. Et au fil du temps, au fil de la pratique des concerts, c'est devenu un art réservé de plus en plus à des gens qui en ont les moyens, qui ont les moyens de se payer des places de concert. Et c'est assez malheureux parce que l'opéra est un art absolu qui suscite toujours un intérêt pour quiconque osera franchir les portes de l'opéra. Et c'est tout notre challenge. Et au-delà des jeunes qui vont contribuer à la préparation, il va y avoir aussi des opérations spéciales vers les lycéens. Il va y avoir des opérations spéciales vers les lycéens et vers les plus jeunes également. Ainsi. Depuis des années, je dirige un autre orchestre avec lequel je crée des programmes dédiés au public maternel et élémentaire, que j'appelle les mini-concerts, donc qui rassemblent déjà plusieurs dizaines de milliers d'enfants par an. Et après, pour essayer de cibler un peu plus et d'ouvrir un peu plus vers le public des lycéens, des collégiens, on va proposer un opéra pour les jeunes le jeudi 8 juin prochain. Donc c'est une soirée qui leur est spécialement dédiée, où ils pourront nous rencontrer, discuter un petit peu avec nous et après assister à une représentation, la première, avec les lycées directement. Et qui est montée directement avec les lycées. C'est une soirée qui est dédiée au jeune public, des lycées, étudiants, collèges. Ce n'est pas encore le tout public. Le tout public viendra 2 jours après. Parfait. Emmanuel, en tant que metteur en scène, dis-nous qu'est-ce que tu veux apporter dans cette première édition de Local. Quelle est ton intention en tant que metteur en scène? Alors, oui, c'est ce qu'on peut apporter. Bon, il faut être très modeste devant des chefs-d'œuvre comme le Carmen de Bizet. Disons qu'en tout cas, l'angle qu'on a choisi, l'attitude qu'on avait devant cet ouvrage, était de se dire on va avoir un public extrêmement varié dans les âges, puisqu'on aura du jeune public, on va dire, plus présent qu'à l'habitude. On va avoir des gens qui viendront pour la première fois à l'opéra et on aura également des aficionados qui viennent, des gens qui viennent régulièrement. Bordeaux est une ville qui a un très grand opéra, donc il y a aussi des gens qui viennent avec une culture d'opéra. Donc, comment faire une soirée avec ce public extrêmement divers? Et bien finalement, c'est ça qui nous a amené vers une attitude, on va dire, on est un peu déséquilibriste, un petit peu sur ça, c'est-à-dire de ne pas tomber sur un ouvrage trop abstrait en ne pensant qu'aux gens qui viennent pour la 50e fois voir Carmen et donc avec des codes très très précis. Il faut que les gens qui découvrent soient complètement découvrent l'histoire, comprennent les personnages et puis il y a des références qui sont évidentes quand on connaît Carmen mais qui ne le sont pas forcément quand on découvre cet opéra-là, sur l'Espagne, la mort, enfin toutes les thématiques qu'il y a dans cet ouvrage, la corrida évidemment.
mais également que le public qui a vu déjà plusieurs Carmen ne se retrouve pas avec en disant oui, c'est très bien, c'est un peu patronage, etc. Ou alors c'est sans risque. Donc il fallait trouver comment être un peu audacieux dans une sorte de, j'allais dire, de bon classicisme. Donc on a essayé de respecter tout ce qu'il y avait dans l'histoire elle-même et de revenir vraiment sur le texte de Mérimée et donc qu'est-ce qui ne mourra jamais dans cet ouvrage-là et dans l'intérêt que ça a, et se permettre quelques audaces un petit peu esthétiques, un peu graphiques, qu'on se retrouve, voilà, qu'on ait quelques éléments un peu plus symboliques qui nous évitent du coup de tomber dans on va dire une espagnolade. Voilà. Et ensuite, évidemment, ce qui nous guide sur un Carmen, évidemment, c'est le personnage de Carmen qui est extrêmement connu, où on y a greffé beaucoup de fantasmes, un petit peu. C'est-à-dire, au départ, on avait on mettait énormément l'accent sur le côté bohème, mais qui apparaît un petit peu bohème de carte postale, un petit peu, qu'on avait un petit peu au 19e. Ensuite, on a eu des Carmen beaucoup plus revendicatrices, figures de la liberté. Les années 70 étaient passées par là. Maintenant, on ressort un tout petit peu de ça. Et voilà, souvent, on va un peu abusivement, rapidement, à dire Carmen est une figure de la liberté. C'est vrai que le thème de la liberté est très fort, mais ce qui nous a semblé plus juste, et humainement surtout plus juste, c'est que Carmen n'est pas la liberté. Carmen est la passion de la liberté. Passion donc dévorante, donc qui enchaîne. Et donc on est également victime, et donc finalement on n'est pas vraiment libre. Et c'est cette espèce de combat terrible qu'elle peut avoir entre une femme qui des fois tombe amoureuse, mais qui est également séductrice. Enfin finalement quelqu'un qui est comme nous tous, qui a plusieurs aspects. On va essayer de montrer toutes ces Carmen à la fois. Voilà, un sujet très transposable à la vie actuelle, à la vie de nos jeunes et de nous tous. C'était ce qui avait choqué à l'époque. Et c'est ce qui Entre avait autres. choqué à l'époque. C'est la référence à la vie de tous les jours. Tout à fait. Donc, Justement, on n'était pas habitué à ça dans l'opéra, puisque jusqu'à présent, l'opéra avait surtout des sujets attraits à la mythologie ou à des faits d'histoire, mais beaucoup plus anciens, et surtout pas de la vie contemporaine. Et là, on a l'histoire d'une bohémienne, d'une espagnole qui se veut libre, qui fume la cigarette, et ça, les gens ont été heurtés parce qu'ils pouvaient s'y retrouver dans ce personnage, dans ce qu'elle vivait, dans ce que vivaient les autres personnages, dont José, Escamillo, et ça a énormément choqué à l'époque. Ça ne nous choque plus du tout maintenant, mais à l'époque, ça a beaucoup choqué. D'accord, donc plusieurs possibilités de voir, de visualiser, de mettre en scène Carmen. Il y a un choix et un parti pris qui est clairement exprimé ici. Revenons sur une partie plus technique. On a parlé dans le reportage d'un modèle économique qui est différent de celui habituel de l'opéra. Et Thierry, dis-nous en plus et dis-nous en particulier quelle est la part du mécénat dans ce montage-là. Ah oui, effectivement, il faut un modèle économique renouvelé, différent. Ça ne pourra pas continuer longtemps comme ça. Et le mécénat a une grosse part à jouer. Alors mécène, évidemment, le mot évoque le richissime donateur. Bon, je crois que le mécène moderne, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui choisit un peu comment utiliser l'impôt. Voilà, parce qu'on est tous amenés à payer des impôts. Et finalement, le mécène, dans la situation actuelle, c'est celui qui se donne cette possibilité de choisir à qui verser une part de son impôt. C'est tout simplement ça. Alors je crois que c'est très intéressant parce que, bien sûr, il faut collecter, il faut que la collectivité, comme ça, collecte de l'impôt et décide de le redistribuer, de l'affecter. Mais je crois que c'est bien aussi démocratique de laisser la possibilité aux uns et aux autres de choisir selon leurs affinités. Je crois que pour un chef d'entreprise, par exemple, c'est intéressant vis-à-vis de son personnel, c'est intéressant vis-à-vis de ses clients. Pour la personne privée, c'est tout à fait intéressant aussi. On récupère, rappelons-le, quand même les 2/3 de son don en crédit d'impôt. Et puis en plus, on profite de places gratuites. Enfin bref, le don ne revient pas très cher. Je crois qu'il faut vraiment le voir comme ça, comme comment mieux utiliser, peut-être d'une façon plus directe, l'impôt qui est collecté. Donc c'est très important, c'est peu utilisé en France. Curieusement, il y a une espèce d'ignorance comme ça, et je pense que, un de nos objectifs, c'est de réveiller un petit peu ce sujet-là et dire aux gens, bah, écoutez, vous avez une capacité de le faire, servez-vous-en. D'accord, donc c'est repenser les montages économiques de l'opéra et des spectacles pour
pour leur donner, les rendre pérennes en Voilà. fait. C'est penser que les subventions ne sont plus vraiment disponibles aujourd'hui. Et Plus du donc, tout. plus du tout, plus du tout disponibles. Et donc, Voilà. il faut inventer Faut se ce prendre en nouveau main. modèle. Voilà, faut se Et prendre en main. la Fabrique Opéra contribue à ce renouveau. Parlons maintenant en fait de l'impact que va avoir ce spectacle et puis toute cette nouvelle aventure. Donc à court terme, ce sera d'abord ces belles représentations que l'on attend et puis allons plus loin dans l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer après le 11 juin? Alors, qu'est-ce qui va se passer après le 11 juin? On va partir sur la 2e édition. Ah, voilà une Puisqu'on bonne est nouvelle. On On va faire un jour de pause quand même. On va faire un jour de mais, on va dire le 13 juin, on va partir sur la 2e édition. On va penser l'avenir. C'est vrai que l'intérêt de la Fabrique Opéra, c'est pas un one shot. C'est vraiment de perdurer et surtout de pouvoir se développer en région. Ça a été l'une des demandes de l'un de nos partenaires. Donc nous allons à Angoulême. Il y aura très probablement d'autres lieux à l'avenir. Et si nous pouvons contribuer à dynamiser le public du spectacle vivant en allant dans des endroits reculés de la région, ça serait formidable. Eh bien, ça me paraît une très bonne fin pour conclure cette émission. Je vous remercie de votre participation. Merci.